Il existe une question que des millions de personnes se posent en silence. Pourquoi est-ce que je finis toujours par tomber sur le même type de personne? Pourquoi, alors même que je jure que cette fois, ce sera différent, je retombe exactement dans le même piège? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir un véritable aimant pour les pervers narcissiques? Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à tenter de répondre précisément à cette question. Et ce qu'il a découvert est à la fois profondément perturbateur et incroyablement libérateur. Car une fois que vous comprenez le schéma, le modèle, vous avez le pouvoir de le briser, pour toujours, avant de continuer. J'ai besoin que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Ce que je vais vous révéler ici n'a pas pour but de vous faire culpabiliser. Absolument pas. Ce n'est pas de votre faute si vous avez été programmé d'une certaine manière durant votre enfance. Mais il est de votre responsabilité, maintenant que vous avez cette information, d'agir en conséquence. Jung disait, et je le cite, « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela la destinée. Aujourd'hui, vous allez prendre conscience d'une chose, d'un schéma, qui a dirigé vos relations pendant toute votre vie d'adulte. Permettez-moi de commencer par une vérité qui dérange. Il n'existe pas de mauvaise fortune en amour. Il n'y a pas de hasard qui vous fasse tomber sur des pervers narcissiques, encore et encore. Il existe un schéma qui s'est formé durant les premières années de votre vie, un schéma tellement profond qu'il opère complètement en dehors de votre conscience. Jung appelait cela le complexe parental. Et ce complexe est la raison pour laquelle vous continuez à attirer exactement le type de personne qui vous fait le plus de mal. Maintenant, je vais vous révéler les 5 schémas d'enfance que Jung a identifiés comme étant les principaux créateurs de vulnérabilité face aux pervers narcissiques. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces schémas dans votre histoire, vous aurez la clé pour comprendre pourquoi vos relations ont suivi le même scénario, encore et encore. Le premier schéma est ce que Jung appelait la blessure de l'enfant invisible. Ce schéma se forme lorsque vous grandissez dans un foyer où vos besoins émotionnels n'existaient tout simplement pas. Il n'y avait pas forcément d'abus, pas forcément de négligence évidente, mais il y avait une absence d'être vu, une absence d'être entendu, une absence d'avoir de l'importance. Peut-être que vos parents étaient trop occupés, peut-être qu'ils géraient leur propre traumatisme, peut-être qu'il y avait un frère ou une sœur qui requérait toute l'attention. Le résultat est le même. Vous avez appris que vos besoins n'importent pas. Vous avez appris que demander de l'attention, c'est être égoïste. Vous avez appris à vous faire petit, invisible, à ne pas déranger. Et voici le piège. Le pervers narcissique détecte cette blessure instantanément. Au début, il vous donne l'impression d'être vu, pour la première fois de votre vie. Il vous donne l'attention que vous avez toujours désirée. Et cette sensation est tellement puissante, tellement addictive, que vous ignorez tous les signaux d'alarme. Parce que, finalement, quelqu'un vous voit, du moins, c'est ce que vous croyez. Mais le pervers narcissique ne vous voit pas réellement. Il voit votre blessure, il voit votre soif d'attention, et il sait exactement comment l'utiliser pour vous contrôler. Lorsqu'il veut vous punir, il vous ignore tout simplement. Et ce silence vous détruit plus que n'importe quel cri, parce qu'il active la blessure originale. Il vous transforme à nouveau en cet enfant invisible, que personne ne voyait. Le deuxième schéma est la blessure de l'amour conditionnel. Ce schéma se forme lorsque l'amour dans votre foyer dépendait de votre comportement. On vous aimait quand vous aviez de bonnes notes. On vous aimait quand vous étiez obéissant. On vous aimait quand vous ne causiez pas de problème. Mais cet amour disparaissait quand vous échouiez, quand vous désobéissiez, quand vous étiez simplement humain. Jung a noté que les enfants qui grandissent avec un amour conditionnel développent une croyance profonde et dévastatrice. Ils croient qu'ils ne sont pas dignes d'amour, simplement parce qu'ils existent. Ils croient qu'ils doivent gagner cet amour, qu'ils doivent être parfaits pour mériter de l'affection. Et le pervers narcissique exploite cela magistralement. Au début, il vous donne un amour inconditionnel. Il vous accepte complètement.
Il vous donne l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Mais progressivement, cet amour commence à avoir des conditions. Vous devez faire les choses à sa manière. Vous devez satisfaire ses attentes. Vous devez être celui ou celle qu'il veut que vous soyez, et vous le faites, parce que c'est exactement ce que vous avez appris dans votre enfance, que l'amour se gagne, que l'amour a un prix, que si vous vous efforcez suffisamment, si vous êtes suffisamment bon, l'amour reviendra. Mais avec un pervers narcissique, cet amour ne revient jamais vraiment. Il ne revient que lorsqu'il a besoin de quelque chose de vous. Mais attendez, car le troisième schéma est le plus douloureux de tous, et aussi le plus courant. Le troisième schéma est ce que Jung appelait la parentification. Ce schéma se forme lorsque, étant enfant, vous avez dû assumer le rôle de père ou de mère de vos propres parents. Peut-être que votre mère était déprimée, et que vous deviez la soigner émotionnellement. Peut-être que votre père était alcoolique, et que vous deviez maintenir la paix. Peut-être que vos parents se disputaient constamment, et que vous étiez le médiateur, celui qui arrangeait tout. Vous avez appris que votre rôle dans les relations est de prendre soin. Vous avez appris que votre valeur vient de ce que vous pouvez donner, et non de qui vous êtes. Vous avez appris à placer les besoins des autres au-dessus des vôtres. Toujours, sans exception. Le pervers narcissique voit cela, et il sait qu'il a trouvé de l'or, parce qu'il a besoin exactement de cela, de quelqu'un qui prenne soin de lui, de quelqu'un qui place ses besoins en premier, de quelqu'un qui donne, sans rien attendre en retour, et vous le faites naturellement, parce que c'est la seule chose que vous connaissiez. C'est votre zone de confort, c'est votre identité. Mais Jung a mis en garde contre quelque chose de crucial concernant la parentification. Il a dit que lorsqu'un enfant assume le rôle de parent, il perd quelque chose de fondamental. Il perd le droit d'avoir ses propres besoins. Et en tant qu'adulte, il continue de ne pas croire qu'il a le droit de recevoir, seulement de donner. Le quatrième schéma est la blessure du chaos imprévisible. Ce schéma se forme lorsque votre enfance était un véritable champ de mines émotionnelles. Vous ne saviez jamais à quoi vous attendre. Un jour, vos parents étaient heureux. Le lendemain, ils explosaient pour un rien. Un jour, ils vous embrassaient. Le lendemain, ils vous ignoraient. Il n'y avait pas de logique. Il n'y avait pas de schéma prévisible, seulement du chaos. Jung a noté que les enfants qui grandissent dans des environnements chaotiques développent une tolérance anormale à l'instabilité, ce qui, pour les autres, serait clairement toxique, vous semble normal. Ce qui, pour les autres, serait inacceptable, vous semble être un mardi comme les autres. Et le pervers narcissique capitalise parfaitement là-dessus. Son comportement erratique, ses changements d'humeur, son alternance entre amour et mépris, tout cela vous semble familier. Vous savez naviguer dans le chaos. Vous êtes expert dans l'art de marcher sur des œufs. Et vous confondez cette familiarité avec de l'amour, parce que l'amour, pour vous, a toujours été imprévisible. Le cinquième schéma est peut-être le plus insidieux. C'est ce que Jung appelait l'identification à l'agresseur. Ce schéma se forme lorsque, dans votre enfance, vous avez été victime d'un parent ou d'une mère narcissique. Mais vous n'avez pas pu le reconnaître comme tel. Vous étiez trop petit. Vous dépendiez complètement d'eux. Votre survie dépendait littéralement de leurs soins. Alors, votre esprit a fait quelque chose de brillant et de dévastateur en même temps. Vous avez internalisé leur voix. Vous avez fait vôtre leur jugement. Vous avez commencé à vous voir comme ils vous voyaient. Si on t'a dit que tu étais égoïste parce que tu avais des besoins, tu as fini par croire que tu étais égoïste. Si on t'a dit que tu étais trop sensible, tu as fini par croire que tu étais défectueux. Si on t'a dit que rien de ce que tu faisais n'était suffisant, tu as internalisé que tu ne serais jamais suffisant. Et maintenant, comme adulte, tu recherches inconsciemment des partenaires qui te traitent exactement comme tes parents t'ont traité. Pas parce que tu aimes la souffrance, mais parce que ton esprit cherche à compléter un cycle. Carl Jung appelait ça la compulsion à la répétition. Ton inconscient croit que si tu peux faire en sorte que cette nouvelle personne t'aime,
Tu finiras par guérir la blessure originelle. Si tu peux être suffisant pour ce pervers narcissique, tu prouveras que tu étais suffisant pour ton père ou ta mère. Mais voici la tragédie. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne jamais. Parce que le pervers narcissique actuel n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Et son approbation, même si tu l'obtenais, ne guérirait rien. Elle ne ferait que perpétuer le cycle. Elle ne ferait que renforcer la croyance que tu dois gagner l'amour. Maintenant que tu connais les 5 schémas, tu dois comprendre quelque chose de plus profond. Tu dois comprendre pourquoi ton esprit continue de chercher ce qui te fait du mal. Jung expliquait cela avec sa théorie de l'ombre. L'ombre est la partie de nous que nous avons refoulée, les émotions que nous ne nous permettons pas de ressentir, les besoins que nous avons appris à nier, les aspects de nous-mêmes qui ont été rejetés dans l'enfance. Quand tu refoules une partie de toi, elle ne disparaît pas, elle se cache dans ton inconscient. Et de là, elle attire des situations qui l'activent. Et c'est comme si ton ombre cherchait à être vue, cherchant enfin à être reconnue. Et la façon dont elle le fait, c'est en attirant des personnes qui t'obligent à affronter ce que tu as refoulé. Le pervers narcissique active ton ombre constamment. Il te fait sentir les émotions que tu avais juré de ne jamais ressentir. Il t'oblige à affronter les parties de toi que tu as niées toute ta vie. Et même si c'est douloureux, il y a quelque chose d'étrangement familier dans cette douleur, quelque chose que ton inconscient reconnaît, quelque chose qui te donne l'impression de rentrer à la maison, même si cette maison est en feu. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est une nouvelle très bonne. Une fois que tu reconnais le schéma, une fois que tu le rends conscient, il perd son pouvoir sur toi. Jung était très clair à ce sujet. Le schéma ne te contrôle que tant qu'il reste inconscient. Au moment où tu le vois, au moment où tu le nommes, tu commences à avoir le choix. Tu n'es plus un passager dans ta propre vie. Tu es le conducteur. Cela ne signifie pas que le changement est instantané. Cela ne signifie pas que demain tu te réveilleras et que tu cesseras magiquement de ressentir de l'attirance pour les pervers narcissiques. Les schémas de décennies ne s'effacent pas en un jour. Mais cela signifie que maintenant tu as quelque chose que tu n'avais pas avant. Tu as la conscience, tu as l'information. Tu as la capacité de choisir différemment. Laisse-moi te donner quelques outils pratiques pour commencer à briser ces schémas. Le premier outil est ce que Jung appelait l'observation de l'attraction initiale. La prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un et que tu sentiras cette étincelle intense, cette connexion immédiate, cette sensation que tu as enfin trouvé la personne de ta vie, arrête-toi. N'agis pas à partir de cette émotion. Observe-la. Demande-toi quel schéma d'enfance est en train d'être activé. Demande-toi si cette intensité vient d'une connexion véritable ou d'une blessure qui reconnaît son activateur. Jung enseignait que l'attraction instantanée et intense est presque toujours un signe que quelque chose d'inconscient est à l'œuvre. L'amour réel, l'amour sain, croît graduellement. Il n'explose pas dès le premier instant. Le deuxième outil est la reparentification consciente. Cela signifie te donner à toi-même ce que tu n'as pas reçu dans ton enfance. Si tu as été l'enfant invisible, entraîne-toi à te voir toi-même. Célèbre tes réussites. Reconnais tes émotions. Si tu as grandi avec un amour conditionnel, entraîne-toi à t'aimer sans condition. Surtout quand tu échoues. Si tu as été parentifié, entraîne-toi à recevoir. Permets aux autres de prendre soin de toi, même si cela te met mal à l'aise au début. Le troisième outil est d'établir ce que Jung appelait la ligne de base de la dignité. Il s'agit d'un ensemble de comportements que tu ne toléreras en aucune circonstance. Peu importe à quel point tu aimes la personne, peu importe le nombre d'excuses qu'elle a, si elle franchit cette ligne, la relation est terminée, sans négociation, sans deuxième chance infinie. La différence entre ceux qui échappent au cycle narcissique et ceux qui restent piégés se résume souvent à cela. Ceux qui échappent ont une ligne qui ne peut être franchie. Ceux qui restent sont toujours prêts à déplacer la ligne un peu plus loin. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que Jung considérait comme absolument essentiel pour briser ces schémas. Il appelait ça le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre ne consiste pas seulement à identifier tes blessures d'enfance.
Il s'agit de récupérer les parties de toi que tu as niées pour survivre. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie. Si tu as grandi en étant l'enfant invisible, tu as probablement nié ton droit d'occuper de l'espace. Ton ombre contient cette partie de toi qui veut être vue, qui veut compter, qui veut de l'attention. Mais parce que ce besoin a été rejeté dans ton enfance, tu l'as refoulé. Et maintenant, tu recherches inconsciemment des personnes qui te font te sentir invisible, pour confirmer ce que tu crois déjà sur toi-même. Le travail de l'ombre signifie récupérer ce droit. Cela signifie te permettre d'occuper de l'espace. Cela signifie reconnaître que ton besoin d'être vu n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'humanité. Et quand tu récupères cette partie, tu cesses d'avoir besoin que les autres te valident. Tu cesses de courir après l'approbation de ceux qui ne te la donneront jamais. Si tu as grandi avec un amour conditionnel, ton ombre contient la partie de toi qui sait que tu mérites l'amour sans condition. Cette partie a été réduite au silence très tôt. Tu as appris qu'il était dangereux de croire que tu étais digne simplement parce que tu existais. Le travail de l'ombre signifie sauver cette croyance. Cela signifie répéter, encore et encore, jusqu'à ce que ton inconscient le croie. Que tu es digne d'amour exactement comme tu es. Jung avait un exercice puissant pour cela. Il l'appelait le dialogue avec l'ombre. Il consiste à écrire une lettre à cette partie de toi qui a été niée. Lui écrire comme tu écrirais à un enfant effrayé. Lui dire tout ce qu'elle avait besoin d'entendre et qu'elle n'a jamais entendu. Je te vois. Tu comptes. Tu mérites l'amour. Tu n'as rien à gagner. Tu es suffisant. Cela peut sembler simple, cela peut sembler naïf. Mais Jung a prouvé que cet exercice, pratiqué de manière cohérente, reconfigure littéralement les croyances inconscientes. Parce que cette partie de toi qui a été niée est toujours là. Elle attend toujours. Elle a toujours besoin d'être reconnue. Et quand tu la reconnais enfin, quelque chose de profond change. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup se posent à ce stade. Si je reconnais mes schémas, cela signifie-t-il que c'est de ma faute si je suis attiré par des pervers narcissiques? Non, absolument pas. Jung était très clair à ce sujet. Reconnaître un schéma n'est pas la même chose qu'être responsable de celui-ci. Tu n'as pas choisi ton enfance. Tu n'as pas choisi comment tu as été programmé. Tu n'as pas choisi les blessures que tu portes. Mais vous avez la responsabilité de guérir ces blessures maintenant que vous les connaissez. Il y a une différence énorme entre culpabilité et responsabilité. La culpabilité regarde le passé et vous condamne. La responsabilité regarde l'avenir et vous donne le pouvoir. Le pervers narcissique qui vous a fait du mal est responsable de ses actions. Vous ne l'avez pas forcé à vous faire du mal. Vous n'avez pas provoqué son abus. Vous ne méritez pas ce qu'il vous a fait. Mais vous êtes responsable de votre guérison. Vous êtes responsable de briser le cycle infernal. Vous êtes responsable de ne pas rester dans des situations qui vous détruisent. Cette distinction est cruciale, parce que beaucoup de personnes utilisent les informations sur les schémas d'enfance pour se culpabiliser encore plus. Elles se disent que si elles savaient mieux, elles feraient mieux. Que si elles n'avaient pas ces blessures, elles n'attireraient pas les pervers narcissiques. C'est un piège. Un piège qui vous maintient coincé dans la culpabilité au lieu d'avancer vers la guérison. Carl Jung enseignait que la guérison ne vient pas de la perfection. Elle vient de la conscience. Vous n'avez pas besoin d'éliminer vos blessures pour avoir des relations saines. Vous devez les connaître. Vous devez savoir quand elles sont activées. Vous devez avoir des stratégies pour les gérer quand elles apparaissent. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Jung a découvert sur la transformation de ces schémas. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, mais c'est la vérité. La guérison est un processus, pas un événement. Il n'y a pas de révélation magique qui vous libère pour toujours. Il n'y a pas un moment où vous vous réveillez complètement guéri. Il y a un processus graduel, parfois douloureux, toujours transformateur, qui consiste à reconnaître vos schémas chaque fois qu'ils apparaissent. Au début, vous reconnaîtrez le schéma après que vous soyez déjà dans une autre relation toxique. Vous vous direz « je m'en suis rendu compte trop tard », mais c'est déjà un progrès. Avant, vous ne vous en rendiez pas compte du tout. Ensuite, vous commencerez à reconnaître le schéma pendant que vous êtes dans la relation. Vous vous direz
Je suis en train de recommencer. Je suis en train de répéter le cycle. C'est inconfortable. Mais c'est de la croissance. Parce que maintenant vous avez le choix pendant que vous êtes dans la situation. Éventuellement, vous reconnaîtrez le schéma avant d'entrer dans la relation. Vous sentirez l'attraction intense, la connexion instantanée. Et vous vous direz, je connais cette sensation. C'est ma blessure qui s'active. Je vais y aller doucement. Je vais observer. Je ne vais pas agir depuis cet état d'urgence. Et finalement, quelque chose change à un niveau profond. Le schéma cesse de s'activer de la même manière. Les personnes qui avant vous attiraient intensément ne génèrent plus cette réponse. Vous commencez à ressentir de l'attraction pour des personnes différentes, des personnes qui vous traitent avec respect, des personnes dont l'amour vous n'avez pas besoin de le gagner, des personnes qui n'activent pas vos blessures parce qu'elles ne sont pas des prédateurs cherchant des blessures à exploiter. Ce processus prend du temps. Pour certains, des années. Pour d'autres, plus. Mais chaque pas sur le chemin en vaut la peine, parce que chaque pas vous rapproche de relations qui vous nourrissent au lieu de vous vider. Des relations où vous pouvez être vous-même. Des relations où vous n'avez pas à marcher sur des œufs. Des relations où l'amour n'est pas des montagnes russes d'idéalisation et de mépris. Avant de terminer, je veux que vous pensiez à quelque chose d'important. Cette connaissance que vous venez de recevoir est le résultat de décennies de recherche de Carl Jung sur la psyché humaine. C'est une information qui peut briser des cycles générationnels de douleur. Elle peut aider quelqu'un à finalement comprendre pourquoi ses relations ont suivi le même schéma destructeur. Mais ce type de contenu requiert de la profondeur, requiert du soin, requiert d'aller au-delà des conseils superficiels. Si cette vidéo vous a aidé à voir un schéma que vous ne pouviez pas voir avant, si vous avez reconnu votre enfance dans l'un de ces 5 schémas, si vous avez finalement compris pourquoi vous continuez d'attirer le même type de personnes, le bouton Super Thanks là en bas est une façon de dire que ce contenu compte. C'est une façon de soutenir que plus de personnes puissent accéder à cette information. C'est une façon de faire partie de la rupture de cycles qui sont passés de génération en génération. Maintenant, revenons au sujet. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que Jung enseignait sur ces schémas que vous devez savoir. Les schémas d'enfance n'affectent pas seulement qui vous attirez. Ils affectent comment vous vous comportez dans les relations. Si vous étiez l'enfant invisible, probablement que vous avez du mal à communiquer vos besoins. Vous avez du mal à dire quand quelque chose vous dérange. Vous espérez que votre partenaire devine ce dont vous avez besoin. Parce que demander se sent dangereux. Et quand il ne devine pas, vous vous sentez non vu encore une fois. Le cycle se répète. Si vous avez grandi avec l'amour conditionnel, probablement que vous vous surpassez dans les relations, vous faites tout parfait. Vous anticipez chaque besoin de votre partenaire. Vous vous perdez vous-même en essayant d'être ce qu'ils veulent. Et quand inévitablement vous échouez à quelque chose, vous vous effondrez. Parce que l'amour, vous croyez, dépend de votre perfection. Si vous avez été parentifié, probablement que vous attirez des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et vous les sauvez, une et encore, parce que c'est ce que vous savez faire, c'est ce qui vous donne de la valeur. Mais dans le processus, vous ignorez vos propres besoins, vous vous videz complètement. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si épuisé dans vos relations. Jung enseignait que guérir ces schémas ne change pas seulement qui vous attirez. Et cela change qui vous êtes dans les relations. Vous commencez à communiquer vos besoins directement. Vous commencez à accepter que vous n'avez pas à être parfait pour être aimé. Vous commencez à recevoir autant que vous donnez. Vous commencez à avoir des relations équilibrées où vous n'êtes ni le sauveur ni le sauvé. Où vous êtes simplement un être humain connectant avec un autre être humain. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de très pratique. Une façon de savoir si vous êtes en train de répéter un schéma ou si vous avez réellement trouvé quelque chose de différent. Jung a identifié les signaux d'une connexion saine versus une connexion basée sur des blessures. Dans une connexion basée sur des blessures, vous ressentez de l'urgence. Vous sentez que vous avez besoin de cette personne. Vous sentez que sans elle, vous serez incomplet. Dans une connexion saine, vous ressentez du calme. Vous sentez que vous voulez cette personne. Mais vous n'avez pas besoin d'elle pour être complet. Vous pouvez prendre
ou laisser. Dans une connexion basée sur des blessures, vous idéalisez l'autre personne. Elle est parfaite. C'est votre âme sœur. Vous n'avez jamais ressenti quelque chose comme ça. Dans une connexion saine, vous voyez la personne avec clarté. Vous voyez ses défauts. Vous les acceptez. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit parfaite parce que vous non plus. Dans une connexion basée sur des blessures, les émotions sont extrêmes. Extase totale ou désespoir absolu. Il n'y a pas de juste milieu. Dans une connexion saine, les émotions sont stables. Il y a de la joie, mais pas d'euphorie incontrôlée. Il y a des conflits, mais pas de drama constant. Dans une connexion basée sur des blessures, vous vous sentez anxieux, toujours à attendre le message, toujours à vous demander s'il, elle vous aime, toujours à chercher de la validation. Dans une connexion saine, vous vous sentez en sécurité. Vous savez où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de confirmation constante parce que la relation vous le démontre avec des actions, pas seulement des mots. Ces distinctions peuvent tout changer, parce que la plupart d'entre nous avons grandi en croyant que l'amour intense est le véritable amour, que les émotions extrêmes signifient une connexion profonde, que l'urgence est synonyme de passion. Jung nous a enseigné que ce n'est pas le cas, que ce que nous confondons avec l'amour est souvent juste l'activation de blessures, et que l'amour réel, celui qui soigne au lieu de détruire, se ressent très différemment. Nous arrivons maintenant à la fin de ce voyage ensemble, et je veux vous laisser avec quelque chose que Jung considérait comme fondamental. Vos schémas d'enfance ne sont pas une sentence, ce sont votre point de départ. Oui, ils influencent qui vous attirez. Oui, ils affectent comment vous vous comportez dans vos relations. Oui, ils ont causé beaucoup de douleur dans votre vie. Mais ils ne définissent pas votre futur. Ils ne déterminent pas avec qui vous finirez. Ils ne dictent pas si vous aurez des relations saines ou destructrices. Ce qui détermine votre futur, c'est ce que vous faites avec cette information. Si vous l'ignorez, vous continuerez à répéter les mêmes schémas. Si vous l'utilisez pour vous blâmer, vous resterez coincé au même endroit. Mais si vous l'utilisez pour vous rendre conscient, si vous l'utilisez pour observer vos attractions, si vous l'utilisez pour guérir vos blessures graduellement, tout peut changer. Carl Jung avait une phrase qui s'applique parfaitement ici. Il disait que nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, nous sommes ce que nous choisissons de devenir. Votre enfance vous est arrivée. Les blessures vous sont arrivées. Les pervers narcissiques vous sont arrivés. Mais ce que vous choisissez de faire maintenant, ça, c'est à vous. C'est vous qui le décidez. Combien de ces 5 schémas avez-vous reconnus dans votre propre histoire? Commentez le nombre. Et si vous voulez, partagez quel schéma a résonné le plus profondément en vous. Votre histoire peut aider une autre personne à reconnaître la sienne. Votre expérience peut valider ce que quelqu'un d'autre ressent en silence. Rappelez-vous les 5 schémas. L'enfant invisible qui a appris que ses besoins n'importent pas. L'amour conditionnel qui a enseigné qu'il faut gagner l'affection. La parentification qui vous a transformé en soignant avant l'heure. Le chaos imprévisible qui a normalisé l'instabilité et l'identification à l'agresseur qui vous a poussé à rechercher la répétition du passé. Connaître ces schémas est la première étape. Les guérir est le travail de toute une vie. Mais ce travail en vaut la peine, parce qu'à l'autre bout, il y a des relations qui ne vous détruisent pas. Il y a un amour que vous n'avez pas à gagner. Il y a des personnes qui vous voient, sans que vous ayez à supplier pour de l'attention. Jung a passé sa vie à étudier pourquoi nous répétons les schémas qui nous blessent. Et la conclusion à laquelle il est arrivé est pleine d'espoir. Il disait que la répétition cherche la résolution, que votre inconscient ne vous mène pas vers la douleur par cruauté. Il vous mène vers la douleur parce qu'il cherche à la guérir. Et une fois que vous participez consciemment à cette guérison, le cycle peut se briser. Votre enfance explique pourquoi vous attirez les pervers narcissiques. Mais elle n'a pas à être votre destinée. Le schéma s'est formé sans votre consentement. Mais le briser est votre choix. Et aujourd'hui, là, en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, en reconnaissant vos schémas, en décidant que vous méritez quelque chose de mieux, vous avez déjà commencé à le briser.